Mon parcours, je suis fils d'agriculteur à la base, donc j'ai grandi les pieds dans la terre. Et même si j'ai choisi au final une direction un petit peu différente avec mes études, parce que j'ai fait tout d'abord des études en droit, puis droit de l'Union européenne. J'ai un master en droit de l'Union européenne. Et grâce à ce master, j'ai par la suite fait différents stages soit dans les institutions européennes, les institutions françaises, et puis dans les associations avant d'être recruté de commencer à travailler pour Arche Noah. Euh, donc, euh, donc maintenant, je ne sais pas si La, la forme, Oui, peut-être un petit mot sur Arche Noah, voilà, c'est ce que je voulais dire, un petit mot sur Arche Noah. Donc basé en Autriche, en Basse-Autriche, on est aux alentours de 19 employés travaillant pour Arche Noah. On a environ 10 000 membres, principalement dans les pays germanophones. Des membres qu'ils soient pour la plus grande part des jardiniers amateurs. Mais également, on travaille avec 300 paysans environ qui sont également membres d'Arche Noah. Et tout ça pour sauver, pour protéger entre 6 et 8 000 variétés anciennes de fruits, de légumes, de céréales, de tout ce que l'on peut faire pousser, sont assez traditionnels à l'Europe. Et donc pourquoi Arche Noah a décidé d'employer un juriste, enfin quelqu'un ici à Bruxelles alors qu'ils sont en Autriche? C'est qu'à l'heure actuelle, il y a la révision de la législation sur la commercialisation des semences dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui va impacter tous les acteurs de la filière semences et qui va nous impacter tous de plus, que ce soit de l'industriel semencier aussi gros que Monsanto, jusqu'à nous tous ici en tant que consommateurs, parce que bien sûr les semences, c'est la base de notre alimentation une fois que l'on a récolté les fruits et légumes. Et bien sûr, également, ça va impacter la vie de tous les jours des associations, des protecteurs des semences, dans un sens que l'on pourra discuter par la suite si vous le voulez. Car pour l'instant, j'ai été invité pour parler de l'histoire de la législation semencière et de son état à l'heure actuelle. Donc, le contexte de la législation semencière, tout d'abord, je vais faire un point juste pour différencier entre deux systèmes dont on entend beaucoup parler et deux politiques dont on entend beaucoup parler et qui font partie de ces différentes politiques sur les semences qui se rapprochent parfois, mais qui, dans un contexte vraiment juridique, sont différents. C'est-à-dire vraiment le système du catalogue que l'on va, qui est le centre vraiment de la présentation aujourd'hui. Et d'un autre côté, les brevets, qui, encore une fois, est une matière sur les semences qui est vraiment très proche, mais qui ne rentre pas vraiment dans le cadre de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Même sur certains points, et notamment sur le point de la révision, il y a peut-être quelques points qui sont très très proches les uns des autres. Donc les premières lois semences sont apparues à la fin du 19e siècle et assez naturellement dans un contexte économique où, avec l'arrivée du train
et des grandes liaisons de voies ferrées, que ce soit aux États-Unis et en Russie. Eh bien, tout simplement, il y a eu des grandes quantités de céréales, notamment, qui ont été rendues disponibles sur le marché européen du jour au lendemain, dans les différents pays du jour au lendemain, et qui ont créé donc une sorte de crash au niveau dans les différents pays qui étaient vraiment de tradition de production des céréales comme la France, l'Allemagne. Et donc c'est pas une surprise de voir les premières lois semences créées dans ces pays-là, en Europe, au Royaume-Uni tout d'abord en 1869, avec le premier laboratoire également visant à tester les semences la même année en Allemagne. Et puis, on va voir que cette législation, qui a été à l'époque une législation vraiment basique, va évoluer dans des sens différents, va évoluer tout d'abord, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et va évoluer dans des sens différents, que ce soit en Europe ou aux États-Unis. Donc tout simplement, une des raisons historiques, c'est bien sûr la différence je dirais, de mode de pensée entre les Américains et les Européens, surtout les Européens du continent, où la tradition interventionniste est beaucoup plus forte, beaucoup plus présente dans des pays comme la France ou l'Allemagne, par exemple, que dans des pays où le libéralisme, la doctrine libéraliste est très forte, comme aux États-Unis. Ce qui fait que on s'est retrouvé aux États-Unis avec un système où le marché des semences doit s'autoréguler par lui-même, c'est-à-dire qu'ils ont accepté d'avoir des tests sur les semences, mais ces tests ne sont pas une précondition à la mise sur le marché. Contrairement à ce qui s'est produit en Europe, où le système, que l'on appelle le système du catalogue, on verra un petit peu plus tard le principe, mais en gros, quelle est la base? C'est de faire des tests et que les semences remplissent ces tests avant de pouvoir être mises sur le marché. Ben, les États-Unis ont décidé de faire un système où, oui, on va prendre ces tests-là, mais ces tests sont plus sur une base volontaire que sur une base vraiment obligatoire, et vraiment une précondition à la mise sur le marché de ces semences. Donc il y a différents... je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici. Donc en Europe, on voit le premier catalogue vraiment créé en Allemagne, encore une fois, en 1905. Et contrairement aux États-Unis, où vraiment un certain nombre de tests sont d'ores et déjà remplis sont d'ores et déjà faits par l'industrie depuis longtemps, ce qui sera intéressant lorsque vous étudierez, lorsque vous aurez l'occasion de parler de la révision à l'heure actuelle, parce que c'est quelque chose qui va arriver dans la législation, dans la législation européenne avec la révision qui a lieu à l'heure actuelle. Et donc en Europe, contrairement aux États-Unis, les tests sont, eux, jusqu'alors réalisés par les États. Donc, je voulais juste faire un point sur la Deuxième Guerre mondiale, comme on voyait les systèmes, que ce soit aux États-Unis et surtout en Europe, ont beaucoup évolué avec le temps et avec les événements qui se sont produits dans ces différents pays. Et en Europe, bien sûr, quels sont les événements marquants? Comme vous pouvez l'imaginer, ça a été les deux guerres mondiales, avec l'arrivée massive du matériel de guerre, c'est-à-dire l'arrivée massive de ce qui deviendra
par la suite le matériel agricole, l'arrivée massive des gaz de guerre, des produits chimiques, qui deviendront souvent, par les mêmes industries d'ailleurs, les pesticides, les fertilisants chimiques. Je pense que chacun d'entre vous ici est déjà au courant des responsabilités des différentes industries qui sont à l'heure actuelle des industries semencières, mais qui sont à la base des industries chimiques de guerre, qui sont devenues des industries chimiques agricoles avant d'avoir racheté des industries de semences, comme les géants allemands BASF, Bayer. On ne va pas parler de la responsabilité de Monsanto et de Pionnier Dupont dans la guerre du Vietnam avec l'agent orange, mais c'est sur le même esprit. C'est vraiment un processus qui s'est fait de manière assez linéaire, et les guerres ont vraiment eu un impact sur l'agriculture et sur le mode de production agricole notamment. Je voulais juste faire un stop par un pays vraiment qui est assez symptomatique de ce qui s'est passé et qui a été un petit peu à l'avant-garde, je dirais, ou même précurseur de la révolution verte qui a eu lieu par la suite. C'est l'Allemagne, durant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie, avec les différentes politiques. Blut and Boden, ça veut dire le sang et le sol. Donc, différentes politiques qui viennent se lier autour de ça. Et vous voyez notamment les plans de 4 ans qui visent à accentuer la recherche génétique, à encourager la recherche génétique, à favoriser un usage intensif des pesticides. Et un des plans était également d'augmenter le nombre, la mécanisation au sein de l'agriculture, même si au final, les chiffres se sont révélés être un petit peu différents et le nombre de tracteurs dans les champs allemands durant la Seconde Guerre mondiale n'a pas augmenté autant vraiment que ce qui était prévu dans les plans. Et surtout, un point très important, très intéressant, je trouve, c'est dans l'idéologie de ces temps-là, les mots qui étaient utilisés, et c'est également les mots que l'on retrouve à l'heure actuelle dans la législation semencière. Lorsqu'on parle de pureté, la pureté des semences, c'est quelque chose qui est la base de la législation du catalogue. La pureté des semences, l'identité. L'identité, pareil, dans le vocabulaire nazi, l'identité à la race, c'était quelque chose qui avait son poids dans l'idéologie nazie. Eh bien, on va remarquer que c'est un vocabulaire que l'on retrouve encore à l'heure actuelle, malheureusement, dans la législation semencière. Donc, juste, je ne sais pas si vous pouvez bien lire, mais c'était juste un petit point, une petite image que je trouvais, je ne vais pas dire sympa, mais vraiment, c'est un poster qui a été utilisé aux États-Unis pour encourager justement la productivité, pour encourager l'usage des pesticides. Et vraiment, on voit clairement, encore une fois, le rapport entre l'agriculture industrielle, que certains appellent l'agriculture de guerre presque, et tout simplement la vie et la guerre, tout simplement. Donc tout ça, la Seconde Guerre mondiale nous a emmenés à fixer les bases, comme je disais, servi à l'évolution de l'agriculture moderne à travers la Révolution verte. Qu'est-ce qui a également servi au processus de la Révolution verte? Bien sûr, il fallait reconstruire
les pays, notamment les pays européens, après la Deuxième Guerre mondiale. Mais également, qu'est-ce qui a eu son jeu? C'est la décolonisation. Il faisait qu'il y avait moins de terres arables, donc il fallait produire. On n'avait plus euh, le sol des colonies sur lesquelles produire. Il fallait, dans l'esprit, en tout cas, augmenter la productivité en Europe. Et donc là, on voit les bases de la Révolution verte, donc qui a eu lieu juste après, pas très longtemps après la Deuxième Guerre mondiale au final. Donc, usage massif des pesticides, l'irrigation de masse, mécanisation presque à l'extrême, comme vous pouvez le voir, et bien sûr la génétique également dans les semences. La génétique en général même, je dirais. Et donc, cette idée de la révolution verte, vraiment, ces bases de la révolution verte, et bien peu de temps après, on va voir intégrer au sein de la législation européenne, à partir des années 60, de la deuxième moitié des années 60, on va voir apparaître une législation européenne qui est la législation du catalogue, la législation européenne sur les semences. Et donc, on voit apparaître en 66, à partir de 66, pardon, ces différentes directives. À l'heure actuelle, il y a 15 directives, il y en a 12 sur l'agriculture qui visent l'agriculture conventionnelle, et il y en a 3 qui visent une agriculture plus alternative ou qui visent les fameuses variétés de conservation. Et donc, ce qui est assez intéressant de voir, je ne sais pas si c'est bien visible, mais les directives qui sont marquées en rouge, ce sont les directives qui sont encore en place à l'heure actuelle. C'est-à-dire que pour les plantes fourragères, pour les céréales et pour la vigne, tout particulièrement, on a encore affaire à des législations qui ont quasiment 50 ans à l'heure actuelle. Et on se doute bien qu'en 50 ans, les priorités dans l'agriculture ont évolué. Les modes de production ont évolué. Il y a d'autres priorités, il y a d'autres points d'importance qui sont apparus, qui existaient déjà à l'époque, mais qui se sont beaucoup plus développés dans des années beaucoup plus récentes que ce que l'on avait besoin, que ce dont on avait besoin à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et à la fin des années, jusqu'à la fin des années 60, à savoir surtout ces législations-là à l'époque visaient quasiment un seul point, c'était la productivité. Et on va voir que c'est un petit peu plus loin, mais vraiment, cette notion de productivité, eh bien, c'est ce qui est la base de la législation actuelle sur les semences. Donc, la législation semences vraiment en 2 points, comme je vous disais, c'est 12 directives sur les variétés conventionnelles. Il y en a 11 directives sectorielles, donc sur les fourragères, sur les céréales, sur la vigne, sur le matériel de reproduction, des légumes, sur les graines de légumes, etc. Et il y en a une sur le système du catalogue en lui-même. Alors il y a un point intéressant, c'est que ces directives-là, et notamment
les plus récentes visent uniquement les plantes qui sont destinées à être commercialisées. Et ça, c'est intéressant, tout particulièrement pour les agriculteurs, enfin pour les paysans, pour les individuels, tout particulièrement. Et c'est un point qui a son importance également dans la révision, car à l'heure actuelle, c'est un point qui a disparu de la législation, alors que ça a été introduit dans les directives les plus récentes. Donc quel est le principe de ces 12 directives? Alors, il y a 2 points. Il y a l'enregistrement de la variété avec un certain nombre de tests et la certification après des lots individuels. Après, il y a 3 autres directives, comme je vous disais, tout particulièrement, bon, il y en a une qui est sur les mixtures. Et il y en a 2 qui sont assez intéressantes sur les variétés de conservation, sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Alors le principe, comme je vous disais, c'était en 3 points. Il y a l'enregistrement des fournisseurs. Ça, c'est un point qui a toujours son importance parce que c'est un point qui implique pour le fournisseur, qui deviendra dans la législation actuelle l'opérateur professionnel. C'est utilisé maintenant sous ce nom-là, donc c'est plus large qu'uniquement le fournisseur. Ça implique tout un ensemble d'obligations pour celui-ci, pour ce dernier, notamment des obligations de traçabilité, mais pas seulement. Il y a par la suite 2 points, c'est-à-dire l'enregistrement des variétés sur le catalogue, que ce soit sur des listes nationales ou sur un catalogue européen. Et pour ce faire, il y a 3 étapes. Il faut d'abord que la variété, parce que là on parle de variété, il faut d'abord que la variété ait une dénomination qui soit acceptée. Donc ça, c'est pas le point le plus controversé. Points les plus controversés sont en revanche les tests DHS, en anglais c'est DUS. Il faut que la variété, et c'est vrai pour toutes les variétés à l'heure actuelle, pour pouvoir être enregistrée sur le catalogue, il faut qu'elle soit distincte, homogène et stable. Bon, distincte, homogène et stable, ça pose un certain nombre de problèmes, car ça, une des préconditions pour que ces matériels, pour que ces variétés deviennent homogènes et stables, c'est justement de faire un certain nombre de croisements, un certain nombre de multiplications, de manière à ce qu'elles deviennent justement homogènes et stables, pour la simple et bonne raison, vous le savez, que la nature, enfin vous l'imaginez très bien, la nature n'est pas homogène, la nature est fort heureusement pas stable. Et pour certaines variétés, les variétés agricoles, il y a un test de performance qui s'ajoute à ces tests-là. C'est-à-dire qu'il faut que les variétés aient une valeur agronomique et technologique, qui est un terme encore plus strict qu'en anglais, où en anglais c'est VCU, et la traduction littérale, ce serait que la variété est une valeur pour la culture et son usage. Donc là, vous avez les logos des différents dans 3 pays, en Allemagne, aux Pays-Bas et en France, des 3 organisations dans ces 3 pays-là qui sont en charge des catalogues nationaux et dans leur enregistrement, et donc de ces tests à l'heure actuelle. Et
qui s'ajoute à l'enregistrement de la variété. Et comme je disais, il y a la certification des lots individuels qui intervient à la suite de l'enregistrement d'une variété, et donc qui impose des tests supplémentaires, et donc un coût supplémentaire pour les différents acteurs. Tout ce principe-là, comme vous pouvez l'imaginer, a des répercussions néfastes sur un certain nombre d'acteurs. Autant l'industrie s'en convient très bien, s'en contente très bien, vit très bien avec ces tests-là, surtout l'industrie, on oublie de le dire, mais surtout l'industrie qui a survécu justement à l'introduction de ces tests. Mais en revanche, les autres acteurs qui doivent appliquer ce système-là sont souvent des petits acteurs et dans l'ensemble sont vraiment handicapés pour emmener des semences sur le marché avec ces tests-là, à cause de ce système. Que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue financier également, parce que c'est l'accomplissement de ces tests, que ce soit pour l'enregistrement et la certification, a un coût. Donc, les avantages et les inconvénients du système obligatoire d'enregistrement, donc du système européen. Donc, autant d'un côté, ce système d'enregistrement, certification, assure une productivité élevée dans des conditions de culture industrielle. Bon, ce qu'il faut, c'est bien sûr, cela étant dit, il faut les créer, ces conditions de culture industrielle, c'est-à-dire que généralement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faut une utilisation massive des engrais, fertilisants, des produits chimiques, du labour. Donc, ces conditions-là, il faut les créer. Donc ça a un coût déjà à la base. En revanche, il y a un certain nombre d'inconvénients à commencer avec ce système. Et bien sûr, un des inconvénients principaux, c'est pour la biodiversité des plantes. C'est-à-dire que toutes les semences qui ne reçoivent pas qui ne peuvent pas passer ces tests pour différentes questions, que ce soit pour des questions financières ou que ce soit pour des questions techniques, ne peuvent pas être enregistrées sur le catalogue, ne peuvent pas être commercialisées, donc du coup, ont beaucoup plus de chances de disparaître. Et je voudrais faire un point sur ça, c'est que il y a un certain nombre d'associations qui, oui, luttent pour la sauvegarde de ces variétés, mais la sauvegarde de ces variétés a un coût. Et ces coûts, il faut les combler. Alors là, il y a un débat qui a lieu. Pour certains, notamment pour certains au sein de la commission, ce coût doit être pris en charge par les autorités publiques. Mais on se retrouve alors là, les associations qui défendent ces variétés-là se retrouvent vraiment tout simplement vulnérables face au changement des gouvernements, changement des politiques plus exactement. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, par exemple, les États membres également ont des banques de gènes. Il faut savoir à l'heure actuelle que, par exemple en Grèce, la plus grosse banque de gènes, qui est située vers Thessalonique, fonctionne uniquement avec 5% du budget avec lequel il devrait fonctionner normalement.
Donc ça va forcément avoir des répercussions à un moment ou un autre sur ces semences-là, sur ces semences qui sont conservées. Et donc, d'un point de vue d'association protecteur des semences, Arche Noah, on pense vraiment euh, que ce n'est pas un système. Être dépendant des fonds publics n'est pas viable à terme, comme cet exemple le montre. Et pour être viable, la solution la plus naturelle, c'est de vendre ces semences que l'on protège. D'autant plus qu'il y a une demande pour ces semences. Une demande, fortiori, grandissante. Et donc c'est là où l'on voit que vraiment les associations de protecteurs des semences ont vraiment un intérêt dans cette législation, parce que cette législation, et notamment la révision, concerne l'ensemble des échanges, certains étant exclus, notamment dans la législation actuelle, sauf malheur, au moins les échanges à titre gratuit entre les particuliers devraient être exclus du champ de la législation, sauf malheur, parce que ce serait vraiment un malheur, c'est vraiment le minimum que l'on peut espérer en matière de liberté des échanges. Mais vraiment, également, les associations, donc, comme je disais, sont également touchées par cette révision. Tous les acteurs. Donc, un des problèmes, comme je vous disais, c'est que un des problèmes avec cette législation, c'est que la productivité, eh bien, on est resté sur cette vision de l'agriculture intensive amenée par la Révolution verte, et donc la productivité, c'est une des seules qualités qui est attribuée aux semences lorsque les États font les tests sur les semences. Et ça a évolué avec le temps. Maintenant, les données enregistrées sur le catalogue sont quasiment uniquement que des données qui sont obtenues en laboratoire. Pour des consommateurs, vraiment cette information que l'on trouve au catalogue a vraiment que très très peu d'influence sur notre choix définitif. Au contraire, presque, des premiers catalogues qui, eux, se concentraient beaucoup plus sur l'aspect visuel, voire gustatif du fruit et de la plante, et qui avaient au final pour le consommateur un beaucoup plus grand intérêt, également pour les agriculteurs et les jardiniers, un intérêt beaucoup plus important que ces données vraiment techniques. De plus, cette législation-là, c'est une législation qui est coûteuse pour les États membres. Il y a beaucoup d'organismes officiels, comme on voyait, le NACTAINBE, pardon pour mon néerlandais, le GEVES en France, etc. Il y a beaucoup d'associations nationales beaucoup d'organismes nationaux, plus exactement, qui ont la vie difficile d'un point de vue financier à l'heure actuelle, mais également pour les autres acteurs, tels qu'on disait, tous les acteurs qui sont censés devoir enregistrer ou certifier ces semences pour pouvoir les amener sur le marché. Et également,
comme on disait, ces tests, que ce soit pour les tests VAT ou que ce soit les tests DHS, eh bien, sont techniquement assez compliqués et on se retrouve avec un certain nombre de non-sens. Ce qui fait par exemple que les bio récemment, les obtenteurs bio ont essayé de faire enregistrer une variété de maïs au catalogue. Ça s'est passé en Allemagne et je crois que les tests se sont réalisés en République tchèque. Et même si cette variété a vraiment été travaillée, il y a vraiment un travail derrière cette variété n'a pas pu être enregistrée car elle ne remplissait pas tous les critères nécessaires à pouvoir être enregistrée justement. Et donc, pour un certain nombre d'acteurs, et même des acteurs professionnels, on le voit dans ce sens-là, il y a un réel problème à enregistrer ces semences et les amener sur le marché. Donc, au bout d'un certain nombre de temps, au bout de certaines années, on a vu la législation a pris ses racines dans les années 60. Au bout d'un certain temps, et très récemment, le législateur européen s'est rendu compte que, oui, en effet, cette législation a un réel effet négatif sur la biodiversité des semences. Un réel effet négatif sur un certain nombre d'acteurs et principalement les petits acteurs. Donc la Commission a essayé de réfléchir à un système alternatif. Comme l'avocat général Juliane Cocotte le dit dans l'arrêt Cocopelli, récemment, l'arrêt 5911, c'est la création de cette législation-là, ce qu'on appelle la législation sur les variétés de conservation, montre bien, d'ores et déjà, que la législation semences dans son ensemble, pour les semences conventionnelles, qui était la législation pour l'ensemble des semences auparavant, ben cette législation-là n'est pas proportionnelle, n'est pas équilibrée. Et donc, elle a un effet négatif sur un certain nombre d'acteurs. Ça, c'est l'analyse de l'avocat général. Malheureusement, la Cour, par la suite, a décidé de prendre une voie différente. Mais en connaissance de cause, elle savait pertinemment que la législation européenne était en pleine phase de révision, et donc il faut vraiment prendre ça non pas comme un arrêt juridique, mais vraiment comme un arrêt politique, où la Cour dit en fait qu'elle ne veut pas se mouiller, et confère la prochaine, relance toute la responsabilité sur le politique et sur la décision qui sera prise, les décisions qui seront prises avec la législation européenne, avec la révision. Malheureusement, eh bien, ces deux législations, ces deux directives de la Commission sur les variétés de conservation, donc il y en a une pour les légumes et il y en a une sur les variétés agricoles. Cette législation-là, eh bien, elle n'est toujours pas satisfaisante pour différentes raisons. Il y a des restrictions, tout d'abord, il y a deux types de restrictions. Il y a des restrictions quantitatives à pouvoir avoir des semences de conservation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que... On veut bien accepter qu'il y ait une dérogation, mais il ne faut pas que cette dérogation soit trop grande. Surtout qu'elle reste bien dans un marché de niche, surtout qu'ils ne viennent pas embêter l'industrie. Et des restrictions géographiques où les
les plantes, les variétés de conservation ne doivent être utilisées que dans les régions où elles sont traditionnellement cultivées. Ça, c'est un réel problème, ce point-là. Ce point-là, on va le retrouver encore dans la proposition qui a été publiée en mai par la Commission, par la DG Sanco, sur le matériel de niche. Non, je vous raconte, pardon, sur les variétés qui doivent être enregistrées sous description officiellement reconnue, sous DOR. Mais c'est un non-sens d'un point de vue vraiment environnemental. Pourquoi? Parce que bah, déjà, les restrictions géographiques, la plupart de nos plantes ne proviennent pas d'Europe. On pense aux pommes de terre, aux tomates en Amérique du Sud, à la majeure partie des céréales Asie centrale. Donc, les variétés, les plantes ont toujours voyagé et vont continuer à voyager, on l'espère en tout cas. Il y a aussi, ça pose également un problème, parce que parfois, dans la législation actuelle, on va demander quelle est la région d'origine. La région d'origine est bien parfois inconnue, ou dans la révision, dans la proposition, une des obligations, c'est que les variétés soient conservées dans leur région d'origine. Or, il y a des exemples où les plantes n'existent plus dans leur région d'origine, mais sont au contraire préservées et cultivées dans d'autres régions. Donc là, il y a un réel problème juridique, il y a un réel non-sens environnemental. Et également, eh bien, tout simplement d'un point de vue, on parle beaucoup du changement climatique à l'heure actuelle. Personne n'en est à l'abri, personne n'est à l'abri, et ça pourrait très bien être intéressant dans quelques années d'utiliser des variétés qui sont acclimatées, je vais dire une bêtise, au centre de l'Espagne à l'heure actuelle, dans le centre de la France dans quelques années. Ça peut très bien être un schéma possible. Donc voilà. Et de plus, pour enregistrer ces variétés de conservation, pour pouvoir commercialiser ces variétés de conservation, on se retrouve toujours avec les mêmes tests DHS qui étaient déjà problématiques sur les variétés, qui étaient un des gros points noirs de la législation sur les variétés conventionnelles, et qui reste pour les variétés de conservation, et qui fait qu'à l'heure actuelle, il y a très peu de variétés de conservation il y a très peu de variétés de conservation répertoriées en tant que telles en Europe. Surtout comparé aux variétés qui sont effectivement conservées par les différentes associations de protecteurs des semences en Europe. Et enfin, encore une limitation supplémentaire à cette législation sur les variétés de conservation, c'est que ces deux directives de la Commission ne sont en fait qu'une possibilité offerte aux États membres de pouvoir les adopter, de pouvoir adopter des règles plus souples. Ce qui fait que dans un certain nombre d'États, ces règles-là, censées être plus souples, n'ont pas forcément été adoptées. Donc ce qui fait qu'on se retrouve avec deux directives sur les variétés de conservation censées être plus souples, qui à la fin ne servent pas vraiment la biodiversité à l'heure actuelle. Il y a d'autres exceptions en dehors de la législation sur les variétés de conservation.
des exceptions qui figurent au sein du texte, au sein des différentes, des 12 autres directives. Donc, un des points d'importance, c'est que n'étaient concernés pour la plupart des directives, plutôt pour les directives les plus récentes dans la législation actuelle, que les semences, matériel de propagation, qui étaient commercialisées en vue d'une exploitation commerciale. Bon, la manière dont c'est rédigé peut être un petit peu bizarre, que juste la commercialisation concerne ce qui est en vue d'une exploitation commerciale, mais ça avait quand même une influence bénéfique pour un certain nombre d'acteurs qui ne faisaient tout simplement pas de commercialisation de leurs semences, qui n'avaient pas par exemple d'offres publiques, mais plutôt des échanges entre gens qui se connaissaient, et donc qui, dans ce sens-là, étaient exclus de la législation telle qu'elle était aujourd'hui. Cette exception a pour l'instant disparu, tout du moins, de la proposition, publiée le 6 mai. Mais il y a également d'autres exceptions qui n'ont pas non plus été reprises. Il y a des exceptions, notamment, encore une fois, sur les législations les plus récentes, c'est-à-dire sur les variétés, sur les matériels de reproduction des légumes et sur la directive sur les fruits, le matériel de reproduction des fruits. Il y a un certain nombre d'exceptions, encore une fois, à l'enregistrement et la certification. Et notamment pour tout ce qui était petits producteurs qui commercialisaient, ou plutôt qui vendaient leurs semences en faible quantité et au niveau local. Encore une fois, ces dérogations aux obligations d'enregistrement ou de certification ont été reprises, oui, mais ont été plus ou moins reprises, mais plutôt mal reprises dans la nouvelle proposition. Et donc voilà, on arrive à la fin. Donc, merci pour votre attention.